Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette petite démonstration d'un outil. Alors, je pense que vous connaissez déjà un peu, ou peut-être pas du tout, mais je vous fais découvrir dans ce cas-là, Algolia, qui est un moteur de recherche qui est ultra orienté performance et depuis peu aussi orienté IA. Leur gros argument marketing, c'est surtout la performance. Ils ont été faire des articles techniques qui démontraient qu'ils avaient même recompilé le core de Linux pour réussir à avoir des performances encore plus balèzes. Voilà, bref. Leur gros truc, c'est la performance. Sauf que ça coûte très cher. Il y a une grosse licence dessus et donc c'est pas à la portée de tous les projets. Et bien, il se trouve qu'il y a un concurrent open source qui s'appelle TypeSense qui propose un équivalent. C'est pas du tout un fork d'Algolia, mais ça se base sur les mêmes principes et c'est totalement open source avec une petite subtilité, c'est qu'il propose également une solution hébergée dans le cloud et donc là c'est la version payante où on va payer pour l'hébergement du serveur et pas se prendre la tête à savoir comment on va l'héberger soi-même. Donc c'est cet outil que je veux vous démontrer ce soir. Il est à la fois très simple d'abord et en même temps très complexe vis-à-vis de Drupal parce que la documentation est très perfectible encore. Donc ce que je vais vous démontrer ce soir, je vais passer mon temps à passer du navigateur à mon IDE pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà, sachez qu'il existe, alors je vais vous montrer vite fait mon petit projet que j'ai là. Tac, on va le mettre en grand, voilà. Donc, il existe sur DDEV, si vous êtes des utilisateurs de DDEV, j'imagine que oui, il existe un projet qui permet d'avoir son propre serveur TypeSense en DDEV. C'est le mainteneur du module Drupal, en l'occurrence, qu'il a mis en place. Il s'installe très facilement, il y a une ligne de commande à taper et hop, tout roule, il n'y a rien de plus à configurer, ça fonctionne direct. Donc, faites-vous plaisir pour tester, c'est vraiment très simple. C'est en 2 minutes, vous avez tout qui fonctionne et c'est OK. Ensuite, quand on va commencer à travailler avec Drupal et TypeSense, comment ça fonctionne? Bon, comme pour beaucoup de modules, on va partir sur, je vais peut-être agrandir un tout petit peu, voilà. On va partir sur Search API, forcément, puisque le module se base sur Search API, et on va venir configurer notre petit serveur TypeSense. Bon, le serveur en lui-même, il n'a rien de particulièrement particulier, voilà. Il a juste une clé d'API qui est à fournir. Quand on travaille sur DDEV, c'est la clé d'API, c'est DDEV, c'est très simple. Si vous êtes dans le cloud, après vous avez votre clé d'API. Si vous êtes sur votre instance auto-hébergée, c'est vous qui définissez vos clés. Vous avez l'hôte à définir. Pour DDEV, c'est le même que votre site. Et le port qui est ici 80.09. Ça s'accède en HTTPS comme un serveur Solar finalement. Il n'y a pas grand chose de tricky là derrière. Petite subtilité quand même, il n'y a absolument aucune UI sur TypeSense. Donc si vous avez besoin, comme Solar, de peut-être aller regarder vos documents, etc., sachez-le, TypeSense ne fournit absolument rien de cette nature-là. Il va pouvoir indexer tout ce que vous lui donnez, mais vous avez, c'est un peu débrouillez-vous pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur derrière. Alors vous pouvez y accéder via des requêtes curl, etc. Mais une fois qu'il est connecté, généralement, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête. Bon, le serveur en lui-même, après, on peut venir accéder à certains éléments de Metrix où on va pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est intéressant. Les clés d'API, j'en ai parlé. Ce qui est intéressant peut-être ici, c'est les stop words. On va pouvoir venir définir des mots sur lesquels on a envie de s'arrêter. C'est un peu comme les stop words de Solar, pour ceux qui connaissent. Hein. C'est exactement la même chose. Donc ici, on va très facilement pouvoir venir en configurer directement au niveau du serveur. Alors, si je reviens en arrière, une fois qu'on a notre serveur, on a notre index qui est configurable également. Donc là, vous allez voir qu'on a pas mal d'onglets, de petits onglets, de petites tabulations. Enfin, pourquoi j'ai peut-être trop agrandi? Je peux réduire un peu, s'il te plaît? Ah oui, t'as 133. Non, c'est juste qu'il a décidé qu'il allait me mettre en responsive. Pourquoi pas? Très bien, bon, faisons ça. Allez là. Qu'est-ce que c'est que ce responsive naze? Ok. Voilà. Donc on a pas mal d'onglets qui se rajoutent ici.
Bon, l'édition, c'est assez classique par rapport à ce qu'on trouve ailleurs, hein. On va juste venir lui dire quel type de data on veut indexer à l'intérieur. Au niveau des datas, c'est les formulaires standards qu'on va avoir pour n'importe quel autre type de connecteur. Et dans les options ici, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Donc ce qui va commencer à nous intéresser, c'est la partie field. Bon, là, je l'ai préconfiguré pour vous. On peut rajouter des champs comme on le ferait n'importe où ailleurs, mais il y a un point qui est intéressant ici, c'est, vous voyez, les types ne sont pas des types standards. TypeSense a ses propres types, et on ne peut pas faire autrement que d'utiliser les types qu'il fournit. Donc des entiers, des tableaux d'entiers, des floats, on peut mettre des geopoints, des booléens, des tableaux de booléens, des strings, des tableaux de strings, etc. On est obligé d'utiliser ces choses-là, c'est simplement pour optimiser la façon dont l'index va être construit derrière, et si on ne les utilise pas, on a direct l'indexation se bloque et on ne peut pas avancer plus que ça. Une fois qu'on a rajouté ces champs, il y a une étape très importante qu'il faut absolument faire, c'est configurer un schéma. Parce que de la même façon que Solar va aller automatiquement pousser le schéma quand on va lui configurer des champs, ça va automatiquement générer un schéma du côté de Solar. Du côté de TypeSense, c'est pas du tout la même chose parce que il y a besoin de configurer certains attributs en détail. Donc le type, une fois qu'on l'a défini, il n'est pas configurable. En revanche, ce qu'on va pouvoir dire, c'est ok, est-ce que ce champ, c'est une facette? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir facilement filtrer dessus? Est-ce qu'il est optionnel? Ça, c'est important de le spécifier parce que si on a des champs qu'on va vouloir retrouver à chaque fois dans une requête, si on l'a mis enfin, par défaut, si on l'a pas coché optionnel, si le champ n'est pas fourni, la requête va mettre une erreur directement. Pourquoi ils ont fait ça? C'est simplement pour avoir des queries qui soient strictes. On sait exactement quels sont les attributs qui sont mandatory, on sait quels sont les attributs qui sont optionnels, et on est tranquille, on n'a jamais de surprise vis-à-vis de ce qu'on devrait attendre. Ensuite, on a deux options qui sont l'index et le store. Donc TypeSense, comme j'ai dit, c'est un moteur de recherche qui est axé performance, comme Algolia. Et donc, quand on va créer l'index, il va automatiquement le stocker où? Dans la partie la plus rapide du serveur, la RAM. Donc tout ce qui est coché comme étant indexé, c'est automatiquement stocké en RAM, donc in-memory. Si on coche également store, là ça va le stocker sur le disque. Donc ça va permettre de se dire, ok, lorsque je vais vouloir faire des recherches, je vais pouvoir dire, cette partie-là, je veux qu'elle ressorte rapidement parce que j'ai envie de query dessus très rapidement, je vais le mettre dans l'index. Cette partie-là, c'est peut-être une donnée que je vais juste utiliser pour l'affichage, je vais le mettre dans le store et ça retournera juste quand ma query aura besoin de faire un rendu derrière. J'ai des options de sorting derrière, quelques petites autres options qui permettent de faire du stemming, du infix. Bon, ça je rentre pas trop dans le détail. J'ai pas testé à fond ces deux options-là. Sachez que c'est là. On peut venir rajouter des poids également sur les différents champs qui nous intéressent, si on le souhaite, pour leur donner plus ou moins d'importance dans une query. Et cette partie-là, je reviendrai dessus après, mais comme vous le voyez, il y a aussi des fonctionnalités IA. Donc une fois qu'on a configuré tous nos champs pour avoir un schéma qui est clairement bien exprimé, à ce moment-là, on est en capacité normalement d'envoyer dans l'index. Donc ça va se faire exactement comme n'importe quel autre index. J'ai 10 documents, tiens, hop, je vais écrire mon index, bam, je le refais. Ça s'indexe normalement, ça va très vite parce que pour le coup il a écrit tout dans la mémoire, donc il n'y a pas grand chose à dire. Et j'ai même une petite fonctionnalité ici qui est directe où je vais pouvoir tester sans me prendre la tête tout mon index directement dans le back-office. Donc là je suis sur un profil Umami, donc si j'ai envie, je peux venir dire ok, allez, j'ai envie de chercher uniquement sur les plats principaux et je veux de la pizza. Et vous voyez qu'on répond en vraiment très peu de temps. C'est 1 milliseconde, mais c'est parce que derrière, on va faire des queries JavaScript qui vont taper le serveur, et le serveur va nous répondre depuis la mémoire, donc il répond très rapidement. Alors ça, c'est la base pour la configuration back-end. Maintenant, passons à la partie compliquée. Le front-end, comment est-ce qu'on fait pour implémenter ça dans Drupal? Alors, comme
c'est un serveur qui se veut ultra performant. Ce serait dommage de perdre de la performance en allant requêter du back-end pour faire nos queries. Donc, le stéréotype classique de dire j'ai un serveur d'indexation, je crée une vue qui va aller appeler mon serveur d'indexation, c'est non. Parce que ça veut dire aller sur PHP, bootstrapper Drupal, choper ma vue, regarder les permissions, etc. On perd trop de temps, c'est beaucoup trop long. Donc on ne va pas du tout passer par un bootstrap de Drupal et on va tout faire en front-end. Donc comment ça se passe? L'exemple que je vais vous montrer là, je l'ai réalisé en m'inspirant du module en lui-même. Hein. Donc lorsque vous l'aurez testé, vous avez juste à regarder comment lui fonctionne pour faire sa petite vue de démonstration dans le back-office et vous pourrez faire exactement la même chose. Donc dans mon module, je décris juste un ensemble de librairies qui vont aller me chercher des petites librairies complémentaires. Alors je vais vous les expliquer rapidement, ces librairies. Donc Algolia, par défaut, c'est ici, pour fonctionner rapidement, ils fournissent, entre autres choses, une librairie qui s'appelle Instant Search. C'est un ensemble de JS qui vont permettre de créer votre page avec votre petit onglet de recherche, vos petites facettes, etc. Et bien TypeSense, ils ont créé une implémentation de Instant Search. Ils vont juste faire une petite surcouche sur la librairie d'Algolia pour pouvoir naviguer et refaire la même chose avec TypeSense. Et ben, ces JS que je charge là au début, c'est exactement ça. Je vais charger Instant Search, je vais charger les petites dépendances dont il a besoin. Il y en a 3 en tout, c'est pas la mort. Et je suis tranquille. Après, je rajoute juste un petit fichier qui va me permettre de créer ma page en front et un petit peu de CSS. Ça, c'est juste pour avoir du sucre sur les yeux. Dans mon point module, alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais d'abord décrire une route. Ma route, je l'ai appelée /search. Donc là, si je vais sur mon instance locale, ici, hop, et que je vais sur /search, j'ai ma petite page de recherche. Elle est jolie, elle fonctionne bien. Tac, et si je recherche de la pizza, j'ai de la pizza. Voilà, parfait. Ça m'a tellement donné faim de créer cette démonstration. Donc, c'est un simple contrôleur de base. Hein, vous voyez, je décris juste un contrôleur, je lui demande d'aller me chercher une méthode search. Il n'y a rien de très compliqué là derrière. C'est vraiment rien du tout. Cette méthode search, elle est ici. Voilà. Et c'est là où commencent les joyeusetés. Voilà. Hop. Alors, dans un premier temps, je vais aller charger mon index. Ça, c'est pas méchant. C'est exactement comme n'importe quel type d'entité dans Drupal. On va aller simplement, si vous regardez là tout en haut, vous voyez que j'ai demandé de récupérer l'entité index de Search API et que je vais simplement faire un load dessus. C'est exactement comme si je loadais un node, c'est la même chose. Ça va me permettre d'aller récupérer via des petites méthodes un peu chiantes un back-end. De ce back-end-là, je vais pouvoir récupérer la configuration de mon index, le schéma de TypeSense et aussi le client de TypeSense. Donc le client, c'est vraiment l'interface vers le serveur derrière. Ensuite, ça va me permettre de dire, ok, récupère-moi tous les champs qui sont configurés sur mon index, récupère-moi les poids sur les différents champs, récupère-moi les éléments qui sont utilisés pour faire le sorting, récupère-moi les facettes qui sont des entiers, enfin des chiffres, et récupère-moi les facettes qui sont des chaînes de caractères. Ça, c'est la partie un peu fastidieuse. Vous voyez que c'est pas très compliqué dans l'esprit, mais il faut réussir à pondre ces lignes. Et une fois que ça c'est fait, en fait, on va juste faire un gros return d'un render array avec un appel vers une méthode de fonction, une fonction de thème, pardon. La fonction de thème, elle n'est pas méchante, hein, comme vous voyez, elle décrit juste 2 variables pour les 2 facettes. Il n'y a rien de plus, on décrit un template et c'est tout. Si je vous montre vite fait le template, c'est ultra basique. C'est juste, voilà, je lui mets des wrappers, et ici, je prépare un wrapper pour mes facettes qui sont chiffrées, et un wrapper pour mes facettes, mes facettes en chaîne de caractères et mes facettes chiffrées. Si je reviens dans mon contrôleur, là je lui passe les variables que ma fonction de thème attend, donc c'est rien de méchant non plus. Et après en attaché, ici, pour ne pas m'embêter dans mon script JS,
je vais lui passer toutes les variables dont il va avoir besoin. Donc ma clé d'API, là où il va pouvoir se connecter sur le serveur, le port, le protocole, le nom de l'index, et tous les champs, encore une fois, que j'ai décrits plus haut. Donc c'est vraiment pas méchant, c'est juste un peu chiant de savoir comment organiser les choses. Et une fois qu'on a tout ça, et ben, paf, ça fait des chocs à pic et on a cette paille. C'est juste un tout petit peu compliqué parce que du coup, cette search là, il faut la plugger sur son contrôleur, sur le contrôleur, il faut la ramener sur une fonction de thème, et la fonction de thème, il faut lui passer les bons arguments. Mais une fois que c'est fait, vous voyez qu'en fait, c'est vraiment ultra rapide. Je tape et c'est... Bon, alors après, j'ai pas énormément de trucs là-dessus, mais quand même, c'est des réponses en millisecondes, quoi. On est sur 2 millisecondes de temps de réponse. Rajoutez un peu de latence si vous avez un serveur distant, mais vous n'allez jamais avoir des chargements en secondes, quoi, là-dessus. Donc, avec juste quelques petites lignes de code, on arrive à avoir une recherche qui est quand même ultra efficace, qui bootstrap pas du tout Drupal et qu'on peut finalement coller là où on veut. Et si vous regardez la documentation de Instant Search, pardon, ici, vous allez voir que vous pouvez venir customiser très facilement en front-end toute la façon dont la page est rendue. Si vous avez envie d'avoir plusieurs search box, si vous avez envie de mettre les facettes ailleurs, bah vous pouvez tout faire comme vous le souhaitez. Je vais vite fait vous montrer quand même la partie JS parce qu'elle est aussi très intéressante. Donc, c'est un behavior assez standard. Je décris mon behavior type sense, je l'attache. Ici, je vais tout de suite décrire un appel vers une search box. Si elle n'est pas définie, je sors tout de suite, donc je n'exécute pas la suite du script et j'essaye pas de créer mon interface de recherche. Et ensuite, je vais lui dire, ok, ben, tu me crées un nouvel objet de type Type Search Instant Search Adapter. Je lui passe les paramètres, donc là, c'est comment il se connecte au serveur. Paramètres additionnels, ici, c'est quels sont les champs qui sont disponibles pour faire les requêtes, quels sont les poids sur ces différents champs, quels sont les champs qui sont utilisés pour faire le sorting, est-ce qu'il y a de l'embedding, etc. Ensuite, ici, je vais lui dire l'index sur lequel tu dois rechercher, c'est l'index qui est dans mon Search API. Donc là, pour rappel, settings, c'est les éléments qui sont dans mon... ici. C'est tous ces éléments-là que je suis en train de lui passer. Après, je vais juste rajouter des widgets. Donc là, par exemple, je vais rajouter un pager en lui disant, bon, bah, je veux avoir 10 éléments par page. Ici, je vais rajouter une search box avec un placeholder à search. Ici, je vais rajouter ma vue avec tous les résultats. Et donc, comme vous le voyez, moi j'ai été malin, j'ai dit que chaque hit devait me retourner le champ rendered item. Donc en fait, je me prends même pas la tête à essayer de savoir ce que je dois afficher, je prends directement l'HTML qui a été rendu par Drupal et qui a été indexé, et quand je fais ma recherche, ben, j'affiche directement l'HTML qui est dans l'index, et c'est tranquille. Ma pagination, je lui dis juste quel est le container sur lequel elle se passe, comme ça il peut me la mettre. Les statistiques, donc c'est ce petit machin là. Le nombre de résultats trouvés en nombre de millisecondes. Donc pareil, je lui dis sur quel container ça se passe. Et en dernier lieu, mes facettes que je construis très rapidement avec, bon, ben, pour chaque élément de facette, donc là je regarde à chaque fois quel est le sélecteur CSS, je parcours tous les sélecteurs CSS, je rajoute un widget, je lui dis voilà, ça c'est le nom de ma facette avec le container, la facette elle s'appelle comme ci, on peut faire une recherche dessus, et je fais la même chose pour les facettes de type numérique du coup. Et une fois que tout ça c'est fait, je lui dis juste search start et ça me génère toute cette page. Voilà. Donc effectivement il y a un peu de code derrière, mais en vrai c'est pas ultra compliqué, ça se fait très facilement. Maintenant le dernier point que je vais peut-être vous montrer très rapidement avant qu'on puisse éventuellement passer avec nos amis catalans, c'est la partie IA. Je vais vraiment passer dessus ultra vite, mais juste que vous voyez que c'est possible. Alors, la partie IA. Alors, je vais faire les choses dans le bon ordre parce que j'ai tourné des heures avant de trouver ça. Ici, il ne faut pas oublier d'aller dans Conversation Models, si jamais vous voulez faire de l'IA, pour lui configurer un modèle. Alors, un modèle, c'est quoi? C'est un ID machine qui vous intéresse. Ici, c'est la liste de tous les modèles que OpenAI va vous fournir, parce que pour l'instant, le module n'est malheureusement compatible qu'avec OpenAI.
Donc si vous avez mis Drupal AI et le provider OpenAI, il va automatiquement le détecter. Mais si vous avez besoin par exemple du modèle OpenAI sur Azure, qui est un autre provider, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez besoin de Gemini, si vous avez besoin de DeepSeek, etc., pour l'instant ça ne le supporte pas. C'est vraiment OpenAI standard officiel. Le mainteneur est en train de bosser là-dessus pour rendre le truc un petit peu plus ouvert. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Donc vous choisissez votre modèle, vous lui définissez un prompt. Ça, c'est pour l'aider à avoir du contexte dans votre recherche. Si par exemple, votre recherche, c'est comme ici, que des trucs de cuisine, vous pouvez lui dire, ok, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est en train de rechercher une recette de cuisine, décris la recette de telle et telle façon, et donc votre IA saura mieux répondre parce qu'elle aura plus de contexte. Le nombre d'octets maximum, le time to live de la requête, etc. Voilà. Donc moi, j'ai mis ici, bon, il n'est pas ultra bien foutu parce que les clés d'API, elles sont ultra longues sur OpenAI, mais voilà, moi j'ai mis un prompt assez basique. You are an assistant for a question answering. You can only make conversation based on the provided context. Voilà, c'est vraiment pour le test. Une fois que vous avez votre conversation model, vous pouvez retourner dans votre index. Oui, alors je ne me suis pas attardé là-dessus aussi, mais vous avez toujours la possibilité de configurer aussi des synonymes et des curations. Donc ça c'est pour... les synonymes, ça va être pour remplacer un mot par un autre, forcément. Admettons que vous avez envie de faire en sorte de dire que, je sais pas, toutes les recettes de gravy doivent rediriger vers sauce brune, ben, vous remplacez gravy par sauce brune, quoi. Voilà. La curation, ça c'est pour favoriser des résultats plus que d'autres. Il vous donne un petit pattern ici à utiliser. Par exemple, il vous dit ici, si vous avez envie de mettre, pardon, je vais mettre le E là, si vous avez envie que votre node 9 retourne toujours en première position sur les requêtes qui le concernent, donc là il faut mettre une query quand même, genre par exemple, vous voulez que la pizza marguerite ressorte chaque fois que vous faites une query sur pizza, ben vous pouvez faire ça, et du coup elle sera automatiquement placée en première position. Ça c'est vraiment très pratique, surtout que typiquement Search API Solar ne le permet pas, ça ne pas nativement en tout cas, donc pour le coup c'est vraiment pratique. Donc on a notre serveur au niveau de l'IA conversationnelle, et donc on a ici un petit onglet pour faire la conversation. Je ne l'ai pas implémenté dans mon exemple, mais c'est faisable aussi. Et donc là, par exemple, on peut venir dire, qu'est-ce que j'avais mis comme exemple déjà qui était intéressant? Peux-tu me suggérer des recettes végétariennes? Hop. Ça va prendre un peu de temps. Ah oui, non, pardon. Ah ah, j'ai été bête. J'ai oublié d'activer ici. C'est pas dans Field, c'est dans Schéma, pardon. En Schéma, ici en bas, il faut activer l'embedding. Oui. Dans l'embedding, il faut lui dire qu'est-ce qu'on a envie d'embedder. Donc, rapidement, pour vous donner un tout petit peu de contexte. L'embedding, en gros, c'est la notion, en fait, il va prendre toutes vos chaînes de caractères, tout ce qui constitue ce que vous êtes en train d'indexer, il va le fractionner en petits morceaux, et il va constituer ce qu'on appelle un RAG, donc c'est pas research, c'est... Pardon? Retrieval, voilà, Retrieval Augmented Generation. Donc il va convertir en gros toutes vos chaînes de caractères en vecteurs, et les IA elles sont super bonnes pour manipuler les vecteurs, et donc il va être capable de faire correspondre vos queries à un ensemble de vecteurs, ce qui fait que quand vous allez lui donner des éléments contextuels proches des mots-clés qui sont dans vos contenus indexés, il va être capable de retrouver. Par exemple là aujourd'hui sur ma page de recherche, je peux chercher des mots qui sont dans mon index, pizza, sauce tomate, etc., parce que ça fait partie du texte. Mais si je lui demande italien, par exemple, il ne le trouvera pas, parce que j'ai pas le mot italien dedans. Mais avec un RAG, il sera capable de faire une relation entre le fait que c'est italien et le fait que c'est une pizza. Donc il sera plus en capacité de me ressortir des résultats intéressants. Là,
je vais vite fait lui mettre un modèle d'embedding. Alors ça, bon courage pour savoir quel est le bon modèle. Personnellement, j'y vais au pif. Je pense qu'il faut tester pour savoir. Les chunk size, c'est en gros, dans votre contenu, il va dire, ok, ben, je vais le découper en morceaux et je vais prendre des morceaux de 1000 caractères et je vais faire un overlap, donc je vais m'assurer qu'il y ait au moins toujours 10 caractères qui se chevauchent entre mes différents morceaux. C'est juste pour s'assurer que j'ai pas un début de phrase qui soit coupé et une fin de phrase qui soit coupée. Donc je sauvegarde. Maintenant, je suis open pour faire de l'IA. Le seul truc, c'est qu'il faut que je réindexe tout, parce que maintenant, il faut que je crée mon RAG. Et là, vous allez prendre un café. Parce qu'il est en train de découper la totalité de votre index en petits morceaux. Heureusement, ça va vite. Mais petit point intéressant, vous voyez que j'ai 10 contenus qui sont indexés, mais qu'en vrai, j'ai 30 items dans mon index. Parce que, justement, il a fait plein de petits morceaux avec l'ensemble de mes contenus. Donc là, j'ai du bol, j'ai que 30 items. Mais si vous avez des items qui ont beaucoup de contenu, quand vous allez les slicer, enfin quand vous allez les découper et les passer dans le RAG, votre indexation elle va être démultipliée, elle va prendre beaucoup plus de temps. Et donc maintenant que j'ai refait mon indexation, maintenant je peux lui demander, est-ce qu'il a peux-tu me suggérer des plats végétariens s'il te plaît? Je recommande le plat suivant en option végétarienne, super easy vétérinaire. Donc là, il voit qu'il y a du contexte, il a compris que c'était végétarien. Mais on peut se dire, ouais, mais tu triches parce que végétarien, il y a le terme déjà dans les trucs. Alors je vais dire, moi je suis plutôt gueule sucrée. Que me suggères-tu? Et normalement, il est censé s'en sortir. Voilà, pour satisfaire votre envie de sucré, je vous suggère le crema catalana. Bah, ça sera parfait pour nos amis tout à l'heure. Dessert catalan typique à base de crème et de jaune d'œuf. Voilà. Et donc là, ça, je pense, c'est la bonne démo pour dire on a un contexte qui est déterminé via notre base vectorielle, via notre RAG, que nos contenus, eux, ne mettent pas en avant directement dans l'index. Donc pour ça, l'IA, elle est intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que si vous passez par un TypeSense qui est auto-hébergé, vous contrôlez l'énergie que vous dépensez dans votre IA, du coup, puisque c'est vous qui hébergez tout. Donc si vous avez envie d'héberger ça sur un data center green, où vous savez que vous n'avez que de la consommation sur des énergies vertes, ben, c'est une façon un peu plus éthique d'utiliser de l'IA, et c'est une des façons efficaces aussi, parce que du coup vous apportez de la valeur à vos utilisateurs et utilisatrices. Voilà, c'était très speed. Si vous avez des questions, je serai disponible. Mais en tout cas, sachez que TypeSense, c'est cool et qu'il ne faut pas hésiter à creuser la question. Merci. Merci. La base de données Vector, elle est en TypeSense? Oui. C'est pas le provider hyper performant. C'est ce qui décide Est-ce qu'on a des nouvelles? Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais je suis mail. Très bien. Dans le chat de YouTube. Ouais, mais c'est pas encore arrivé jusqu'à eux. Alors si vous essayez du coup le module TypeSense, la documentation vous guide à peu près. Il y a quelques petites choses sur lesquelles il faut vraiment... Enfin moi j'ai pédalé un petit peu dans la choucroute pour réussir à faire certaines choses. Regardez vraiment le code qui est fourni par le module de base pour les différents écrans qui sont dans le back-office. C'est une bonne base de travail et après vous pouvez vous faire plaisir. Un des trucs qui peut être intéressant aussi par exemple c'est de rajouter des options de cache sur les facettes. Parce que par défaut, à chaque fois que vous allez cliquer une facette, il va vous faire une requête pour aller récupérer les résultats. Bon, bah, si vous mettez un petit peu de cache côté JavaScript, ça vous évite de refaire la requête ou stocker sur le browser pour être tranquille. Là, tu diffuses à l'écran. Je diffuse ça à l'écran. Tu peux re-switcher sur les slides. Ouais, non, mais on va regarder les questions d'habitude. Et là, les résultats que vous donnez, c'était les résultats de la base de données de Drupal ou... Non, c'était vraiment les résultats de l'index TypeSense en direct. Des choses qui sont sur le site. Oui. Alors je vais peut-être prendre 2 minutes pour m'attarder.
fait dessus, hop. En fait, mon index, la façon dont je l'ai configuré, je l'ai configuré comme n'importe quel index Solr, par exemple ici. Je lui ai dit de m'afficher uniquement les contenus de type... Alors, tu vois, j'ai mis content. Et après, ici, dans content data source, je lui ai dit tu me donnes que les recettes anglaises. Voilà. Et donc, après, ben, dans mon index, j'ai mes différentes recettes. Et elles sont du coup stockées en mémoire dans le serveur quand j'ai fait l'indexation. Et quand tu demandes quelque chose avec l'IA, il te répond en mettant des liens sur les choses qui sont indexées. C'est ça, ouais. Tiens, si je te remonte vite fait, je vais refaire le truc. Je sais pas s'il va me faire la même réponse. Non, il ne me la fait pas. Mais tu vois, tout à l'heure, il avait mis un lien. Et ici, c'est pareil. Hein, c'est les liens qui pointent vers mon site. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai un petit undefined. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas indexé l'identifiant du contenu. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment là le vegan chocolate and nut brownies. Il est vraiment là dans les contenus. Si je vais dans les recettes. Et du coup, comment tu gères l'indexation pour que ça se fasse par exemple au fur et à mesure sans te péter ton site parce que C'est une autre site. Bah, ça c'est exact. De toute façon, c'est Search API qui gère. C'est Search API qui va tout gérer, ouais, c'est ça. La création, ça va te le mettre dans l'index. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux le configurer pour qu'il soit automatiquement indexé, ou alors tu as une tâche cron qui va le faire tout seul. Ok. Ouais, donc ça change. C'est ça. Voilà, la seule vraie différence, et qui est assez significative quand on n'a pas l'habitude, hein, enfin, quand on est comme moi et qu'on a plus l'habitude de configurer des Solr, des Elasticsearch, c'est vraiment ce côté, je suis obligé de me faire une route et de la peupler en JS. C'est vraiment un outil qui est fait pour simplifier la vie côté front, entre guillemets. À partir du moment où on a une route, après on se fait plaisir en JavaScript et on est tranquille, quoi. Et justement, côté front, avec Algolia, c'est vrai que tu avais plein de composants avec Raspberry JavaScript. Là, quand tu bosses avec TypeSense, j'ai vu que tu chargeais donc l'instance search d'Algolia. Ouais. Est-ce que tu arrives à récupérer les widgets d'Algolia ou est-ce que TypeSense il te fournit plein de widgets comme ça? Non, non, en fait, globalement, si tu veux, Instant Search, TypeSense, ils ont juste fait une surcouche sur Instant Search pour que ce soit compatible avec leur serveur. En gros, ils vont juste ajuster les formats de données, les trucs comme ça. Mais tu as toute la librairie Instant Search à dispo. Donc tous les widgets front que tu peux avoir sur le côté, les facettes, tout ça. Ouais, tu peux tout avoir. Et t'as essayé de mettre de l'autocomplétion aussi? Ça marche. J'ai pas testé encore, non. Mais j'imagine que c'est faisable. Ça serait directement dans ta route avec les fichiers ou alors ça serait avec le... C'est le JavaScript, du coup, qui va gérer ça. Ça serait pas le modulé par Non, c'est vraiment dans ton JavaScript. En fait, pour faire ton autocomplete, alors si tu veux, on peut vite fait jeter un œil, mais hop. Pardon, j'ai mon petit... un peu long. Hop. Tac. Ici, tu vois, à chaque fois, je lui rajoute des widgets. Donc là, je configure un widget de nombre d'éléments par page. Là, je lui mets une search box. Là, je lui mets les résultats. Là, je lui mets la pagination, les stats. Là, je lui mets des facettes. Et en fait, j'imagine qu'au moment où on lui met la search box ici, soit on peut lui passer des options supplémentaires, soit il y a un autre widget qui gère l'autocomplete directement. Et donc, il faut juste appeler ce bon widget. Mais pour voir ça, il faut aller regarder Instant Search. Ils ont une doc qui est pas trop mal. Hop, ici. C'est ça. Donc, tu regardes tout ce qu'il y a là-dedans, en fait. Par exemple. Juste en dessous, UX pattern. Attends. T'es dessus. Ah voilà, l'autocomplete, il est là. Je te promets pas de réussir à l'implémenter en live, mais en tout cas, il est là. Voilà.
Du coup, tu peux avoir des démos qui peuvent t'aider à savoir comment les implémenter. Après, je te promets pas que tout fonctionne nickel du premier coup, mais à minima, une recherche basique, tu arrives à la faire sans trop de soucis. Ah bon, après, ça, c'est des exemples qui sont peut-être un peu avancés. Est-ce que- Ah oui, non, mais là, il est en train de me montrer, il est en train de me montrer la librairie elle-même, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas, il faut regarder. Bon, a priori, en tout cas, elle est disponible. Le widget est disponible. J'ai une autre petite question qui n'a rien à voir, c'est sur API. Quand on réindexe, on a trois boutons rouges là. Est-ce qu'il y a. Je ne sais jamais sur lequel il faut cliquer en fait. Bah, ça dépend. Alors, le clear ça va envoyer à ton moteur d'indexation une commande pour lui dire supprime tout ce que tu as indexé ou marque-les comme étant à réindexer. Clear, vraiment, généralement, c'est les supprimer. Ouais, non, c'est ça, c'est supprimer. Clear, c'est vraiment, tu dis à ton Solar, à ton TypeSense, supprime de ta base tout ce qu'il y a dedans. T'as pas d'option au niveau du serveur aussi d'ailleurs pour supprimer l'index? Ouais, si, et en fait, après, tu as aussi queue all items for reindexing, et là, c'est là où tu lui envoies un signal pour dire garde les items, mais par contre, tu les marques tous comme obsolètes, et donc, il faut les réindexer pour avoir la version la plus récente. Celle-ci, c'est l'option que tu veux si jamais tu veux que ton site continue d'être réactif en live. Parce qu'il ne va pas supprimer les items qui sont dans l'index, mais il va autoriser les mises à jour du contenu qui sont dessus. Si tu fais ça, par contre, ton site, tu fais une recherche, il n'y a plus rien du tout. Le clear, il y a vraiment, l'index est vide. Et le dernier, le rebuild tracking information, ça je sais plus, je t'avoue. Oui, ça te Ah oui, c'est la ça. page tu as des écarts sur le données indexées. C'est le schéma, il te vire le schéma en fait, c'est ça? Ouais, il te remet tout d'aplomb au niveau de la page, tu vois au réel au final de Ouais, données c'est indexées. Si vraiment ça marche pas, tu remontes sur le serveur pour trouver de l'index. Sinon, il faut même aller sur En fait, le serveur pour je pense que tu trouver peux la- considérer que c'est en gradation. Ici, c'est la version soft où tu as encore tes trucs en ligne. Ça, tu supprimes les données et du coup ton index est vide et tu as un impact en prod qui est visible. Ça, c'est vraiment tu fais table rase et tu réécris tout. Nous n'avons pas de questions sur YouTube. Très bien. Mais je voulais poser la question de l'accessibilité de la solution. Ouais, c'est une bonne question ça. Je me suis pas penché dessus Ouais, encore. ça doit être accessible un minimum, mais c'est un sujet intéressant à tester. C'est clair. Après, si tu as la main sur le front, enfin, sur le... Oui, c'est ça. Ouais. vraiment, Tu dois pouvoir suivre. Pas obligé d'utiliser la libre. Ouais, c'est ça. Il se couple avec Vue, le module? Non, du tout. Pas du tout. Du tout, non. C'est vraiment le parti pris, c'est on ne bootstrap pas du tout Drupal. Il y a déjà des tickets dans l'issue queue du module pour dire s'il vous plaît, donnez-nous une intégration Views, et à chaque fois la réponse c'est pas le but du module. Pour la gestion multilingue, il y a une détection un peu comme Algolia semi-intelligente qui sait prendre en compte les subtilités linguistiques de chaque. Alors moi je l'ai pas testé ce point-là, mais a priori il y a à minima via l'IA il y a ce qu'il faut. Après je ne veux pas te donner une réponse ferme vu que j'ai pas testé la fonctionnalité. Ce que je peux te dire, allez, je vais m'attarder encore 2 secondes dessus. C'est parti. Non mais il y a plein de choses intéressantes, hein, donc. Et puis comme ils sont pas encore là. Ça va juste durer une vitesse plus longtemps. Si on retourne ici, en fait, il y a des subtilités linguistiques. Je n'ai pas voulu m'étaler sur des aspects de détail, mais du coup, comme on me pose la question, j'y vais. Alors, je crois que c'est dans les fields, je suis plus sûr. Mais quand on va faire une config... Là, t'as un Non. fil Wikipédia, là, il reste compatible faire avec le boulin, pardon.
Alors ça c'est une dépendance parce que j'ai rajouté je crois les taxonomies, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il m'a automatiquement ajouté l'UID et le status. Dans un type qui n'est pas forcément du TypeSense. Ouais, mais pour le coup là, TypeSense n'a pas du tout connaissance de ce truc là, il les indexe pas du tout. Pardon. Y a pas de souci. Alors attends, si c'est pas ici, ça doit être dans le schéma. Oui, et ça doit être dans le truc de stream ici, je pense. Ouais, c'est ça. Tu as des locales ici que tu peux définir. Et du coup, les locales, en fait, globalement, si c'est l'alphabet occidental, entre guillemets, latin, c'est English. Et après, tu as des langues pour les différents types de caractères. Donc, tu as les hiragana, katakana sur le japonais, tu as les kanji, enfin les idéogrammes chinois sur le chinois, le syllabaire coréen sur le coréen, etc. Le grec, le russe. Voilà. C'est quand tu fais des recherches avec des caractères accentués, ou des S ou des PS. English. English quand même. En fait, English, ça correspond au latin, quoi. Ah, et après, sur les pluriels, ouais, là, pareil, je n'ai pas testé, je peux pas te dire. C'est la bonne occasion. Ce que je vais faire, c'est que je vous propose, je vais pousser ça sur mon repository GitLab. Comme ça, vous pourrez le tester chez vous et regarder un peu vos use cases à vous, quoi. Les options stemming aussi, après, qui Ouais, après le stemming, c'est. Alors, il était là, voilà. Il est juste pas compatible avec tout ce qui est japonais, chinois, etc. quoi. Ouais. Mais il y a des. On peut plugger des trucs dessus pour le rendre compatible, au besoin. Le stemming, créer des racines de termes. C'est un peu le même état d'esprit que tes pluriels là dont tu parlais. C'est-à-dire que quand on fait l'autocomplétion, on a que le début du mot, mais on n'a pas le mot complet. C'est même encore. Ça va plus loin. C'est les formes verbales par exemple. Les formes conjuguées, il sait que c'est la même chose. C'est assez poussé. Genre si tu tapes finition et qu'il va trouver que ça fait partie de ces verbes finir et que donc il y a des termes proches qui peuvent correspondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.